Alors, plus d'un demi-million de Juifs ont été tués dans les camps de Belzec, Sobibor et Treblinka entre mars 1942 et octobre 1943. La majeure partie d'entre eux provenaient de Pologne, mais la plupart avaient été déportés également des Pays-Bas, de la France, de l'Allemagne ainsi que de l'Autriche, sans oublier la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie ainsi que la Grèce. Il convient également de signaler la Biélorussie et la Lituanie comme terres à partir desquelles ils furent déportés. Belzec a reçu des transports entre le mois de mars 42 jusqu'au mois de décembre 42. 500 000 Juifs ont été effectivement tués dans ces camps. À Sobibor, qui a fonctionné de mai 42 à octobre 1943, environ 200 000 personnes ont été tuées. À Treblinka, approximativement 900 000 Juifs sont décédés entre le mois de juillet 1942 et le mois d'août 1943. Nous avons également toute une série de Sinti et de Roms qui ont été tués aux côtés des Juifs. Ces trois camps étaient en fait supervisés par de petits groupes d'experts en massacre qui nous venaient de l'action T4 ou l'euthanasie et qui étaient chargés de diriger et de superviser ces camps de la mort à Sobibor. Nous savons par exemple qu'il y avait 20 à 30 hommes pendant l'année 1942 et ce chiffre est passé à plus de 30 en 1943. Plus de 40 hommes par contre étaient chargés de Treblinka pendant l'automne 1942. À Belzec, il y avait uniquement une vingtaine d'hommes qui s'occupaient des mêmes tâches. Le personnel était soutenu par environ une centaine à 120 gardes qui provenaient du camp Travniki, où les anciens prisonniers de guerre soviétiques, principalement des Ukrainiens, avaient été entraînés à cette fin. Plusieurs centaines de prisonniers ont d'ailleurs été utilisés pour effectuer toute une série de tâches ingrates. Les camps, étant donné que l'ensemble des camps s'appelait des SS Sonderkommando, les prisonniers, y compris ceux qui étaient censés travailler au niveau des chambres à gaz, ne s'appelaient pas Sonderkommando, comme c'était le cas à Auschwitz, mais simplement Juifs mis au travail forcé. Moins de 140 personnes ont survécu aux trois camps, soit en s'échappant pendant ou avant les révoltes, notamment la révolte, les soulèvements de Treblinka le 2 août et Sobibor le 14 octobre 1943. À Treblinka, il y a également eu des survivants qui ont été employés dans la zone d'extermination. Mais avant cela, je voudrais bien entendu parler plus particulièrement du camp de Treblinka plutôt que de privilégier celui de Belzec et de Sobibor. Comme vous pouvez le constater sur une illustration ou une esquisse de Treblinka qui a été réalisée par un survivant, Samuel Willenberg, les camps étaient séparés en plusieurs zones distinctes. Il y avait tout d'abord le secteur des surveillants allemands, il y avait également la zone où les trains arrivaient, où les déportés étaient tenus de se déshabiller et où les vêtements et leurs effets personnels étaient triés. Donc c'était la zone de réception en quelque sorte. Ces deux parties s'intitulaient camp 1 ou camp inférieur ou Lager 1. La zone avec les chambres à gaz et les fours était séparée par une clôture. Alors cette zone d'extermination s'appelait le camp supérieur, camp 2 ou Lager 2. Ces deux zones étaient bien entendu contiguës, proches et séparées d'un tube, un petit chemin de terre avec des branches d'arbres et cela débouchait sur l'espace où les gens étaient censés se déshabiller pour se rendre vers les chambres à gaz. Alors il est bien entendu difficile de reconstruire l'histoire de ces trois camps étant donné que les structures de ces camps et la documentation afférente à ces camps a été détruite par les surveillants en 1943. Quoi qu'il en soit, selon les historiens, on peut constater qu'il y a toute une série de sources fiables. Tout d'abord, les témoins et les survivants. Il s'agirait par exemple de signaler l'ouvrage de Rudolf Reder de Belzec, de Thomas Blatt, Stanislas Mayer, Philipp Bialowitz de Sobibor, Richard Glaser, Jankel Wernick, Samuel Willenberg, Frank Stiefel, Martin Gray et Jill Rashman de Treblinka. Mais tout d'abord, je voudrais vous donner une petite vue d'ensemble des Juifs mis au travail dans ces trois camps d'extermination, y compris le nombre et la variété de commandos employés dans ces camps. Je voudrais également expliquer le type de travail qui a été mené à bien par ces Juifs dans le cadre du processus, par ces commandos plutôt dans le cadre de ce processus d'extermination. Et puis finalement, je voudrais parler également des conditions de vie et de travail des prisonniers. Donc au début de l'histoire des camps, les Juifs qui étaient sélectionnés au niveau des transports arrivants et employés dans les camps étaient tués généralement très rapidement, généralement avant la fin de la journée. Mais le personnel du camp a réalisé qu'il y avait nécessité de bénéficier des services, entre guillemets, de commandos permanents avec une structure hiérarchique qui permettrait justement de garantir en parallèle la sécurité des gardes. Sobibor a été le premier camp à embaucher des commandos de travailleurs permanents
permanents en mai 1942. Il y a 600 à 700 hommes et femmes qui ont travaillé à Sobibor en 1943. 300 d'entre eux travaillaient dans la zone d'extermination. Plus d'une centaine d'entre eux étaient en fait des femmes, des travailleuses. Les commandos permanents à Belzec ont officié entre juin et juillet 1942. Plus de 1000 Juifs étaient employés dans ce camp pendant l'été et l'automne 1942. Certains d'entre eux étaient des femmes. À Treblinka, les commandos permanents étaient permanents depuis l'automne 1942. Plus de 1000 hommes et quelques femmes ont pu travailler pendant toute l'année 1942, période de déportation massive. L'année suivante, le nombre de prisonniers employés dans le camp a bien entendu diminué. Alors l'objectif unique de ces 3 camps, c'était l'extermination. Néanmoins, il y a toute une série de tâches qui devaient être effectuées qui n'étaient pas liées directement à un massacre en masse. Un groupe de prisonniers, par exemple, devait s'occuper de trier les effets personnels des victimes et devait, comme le Commando Canada au niveau de Auschwitz-Birkenau, mener à bien toute une série d'activités liées à cela. Il y avait également des équipes qui devaient trier les vêtements et les autres objets. Il y avait par exemple les Golden Juden, donc ceux qui devaient traiter tous les objets de valeur, argent, bijoux, or, etc. Un autre groupe de prisonniers n'était pas lié directement à l'extermination de masse, mais c'était des artisans spécialisés qui étaient des prisonniers dits de service. Ils travaillaient comme cuisiniers, comme personnel de nettoyage, comme repasseuses, blanchisseuse, couturière, tricoteuse, cordonnier, tailleur, charpentier, maçon, musicien, plombier, orfèvre, peintre, employé, coiffeur, médecin, pharmacien, dentiste, jardinier ou gardien. En commando avait également pour tâche de s'occuper du camouflage de barbelés au niveau des branches d'arbres. Et puis il y avait finalement un autre groupe qui travaillait au niveau de la forêt qui devait récolter du bois pour permettre de brûler les cadavres. Donc au niveau de Sobibor, il y avait quelques 50 artisans qui étaient actifs et ils étaient de 80 à 100 à Treblinka. Généralement, on les appelait les Gold Jews of Juden. Mais la majorité des prisonniers étaient bien entendu embauchés pour toute une série de tâches qui étaient directement rattachées au processus d'extermination. Alors par rapport à Birkenau, nous pouvons dire qu'ils devaient s'occuper de tâches plus ou moins similaires à celles des Ramp-Kommando et des Sonderkommando. Quoi qu'il en soit, les tâches accomplies par le Sonderkommando de Birkenau étaient menées à bien au niveau du camp de Reinhardt par plusieurs autres équipes eu égard à la répartition au niveau des zones d'extermination et de réception. Les prisonniers qui travaillaient au niveau des zones de réception travaillaient au niveau des rampes et au niveau des zones où se déshabillaient les différentes victimes. Ils devaient rassembler les effets personnels, les trier et devaient bien entendu nettoyer les chambres à gaz, emmener les corps vers les charniers, devaient également enlever les dents en or et s'occuper de tout ce qui tournait autour de la crémation des cadavres. Alors je voudrais également vous donner une idée des tâches qui étaient menées à bien par les Juifs pendant le processus d'extermination, notamment à Treblinka, entre le mois de septembre et le mois de décembre 1942, puisqu'il y a eu une réorganisation qui a été effectuée. Au mois de septembre, environ 180 000 Juifs ont été tués après avoir été déportés des districts de Varsovie, Radom, Lublin et Theresienstadt. Alors le nombre de décès s'élevait à quelques 6 000 personnes par jour. Il y avait encore 3 chambres à gaz qui étaient utilisées. Il y en a eu 10 qui ont été utilisées au mois d'octobre. Entre le mois d'octobre et le mois de décembre, les Juifs en provenance d'Allemagne ou de la région de Białystok arrivaient à ce camp et aux alentours du mois d'octobre 1942, le nombre de victimes a atteint son pic, à savoir 210 000 personnes étaient tuées, à savoir près de 7 000 personnes par jour. Il a fallu moins de 2 heures. Il fallait moins de 2 heures à partir du moment où les déportés arrivaient à hauteur des rampes et des voies d'accès des camps et leur décès ou leur massacre dans les chambres à gaz. Certaines esquisses réalisées par Willenberg nous démontrent comment s'organisait cette fameuse zone de réception. Alors, le processus d'extermination qui a été répété pendant l'été et l'automne 1942, jusqu'à 6 fois par jour, a permis de remplir de nombreux wagons à bestiaux avec quelques 2000 déportés qui arrivaient au niveau de cet espace d'accueil. Là, ils étaient en contact avec les gardes de Travnicki et les surveillants allemands armés de pistolets et de fouets.
Il se trouvait également à proximité les Juifs mis au travail forcé qui étaient censés travailler aux alentours de ces rangs. Alors le Blue Commando, ou le commando bleu, était composé de 30 à 50 prisonniers qui devaient donc nettoyer cette zone. Ils aidaient les déportés à descendre des wagons, s'occupaient des bagages et devaient ensuite désinfecter les fameux wagons à l'aide de chlore. Donc ils devaient jeter les corps dans une fosse commune qu'on appelait Lazarette et devaient ensuite amener les bagages vers l'espace de tri. Alors ils devaient également prendre les déportés les plus âgés, malades et blessés vers le site d'exécution que l'on appelait Lazarette Hôpital, à titre tout à fait erroné, où ces personnes étaient purement et simplement fusillées. Le Lazarette se composait en fait d'un espace relativement restreint, entouré de fils barbelés et de clôtures. Il faut savoir que ces déportés devaient se déshabiller et étaient généralement fusillés par les surveillants allemands et les corps étaient brûlés au niveau du four. Les autres déportés étaient accueillis par le commando rouge qui se composait de 30 à 50 prisonniers qui travaillaient au niveau du site de déshabillage. Alors ce commando a été créé uniquement à la fin du mois de septembre 1942. Donc jusqu'à ce stade, cette tâche, ou jusqu'à cette époque, cette tâche avait été menée à bien par des hommes qui avaient été sélectionnés parmi les déportés et qui étaient tués à la fin de la journée. Un des superviseurs ou des surveillants allemands a donné toute une série d'ordres aux prisonniers. Ils étaient répartis en plusieurs groupes, les hommes à droite, les femmes et les enfants à gauche. Ils devaient enlever leurs chaussures et entrer dans les baraquements pour pouvoir s'y déshabiller. Les hommes devaient se déshabiller à l'extérieur sur la petite place. Les membres du commando rouge aidaient les déportés qui n'étaient pas à même de se déshabiller ou qui ne voulaient pas se déshabiller. Ils s'occupaient également de conduire à l'hôpital, au Lazarette, les personnes malades qui n'avaient pas été identifiées par le commando bleu. Alors ils récoltaient tous les effets personnels qui appartenaient aux femmes et qui s'étaient déshabillées dans les baraquements, prenaient également l'or, l'argent, les bijoux, etc. Un autre groupe de prisonniers, 25 à 30 coiffeurs ou barbiers, devaient raser et couper les cheveux longs des femmes dans une pièce adjacente ou située à l'intérieur des baraquements où elles se déshabillaient. Et ensuite, les déportés étaient dirigés vers les chambres à gaz. Entre-temps, le commando rouge rapportait l'ensemble des effets personnels et vêtements laissés par les déportés vers la zone de triage. Donc, en quelques minutes, ils avaient déjà nettoyé l'ensemble de la place, de la zone de déshabillage, avaient recherché l'ensemble des objets précieux qui étaient parfois enterrés par les déportés afin que leurs assaillants, leurs agresseurs ne puissent pas s'en emparer. Les déportés entraient dans les chambres à gaz par le truchement d'un corridor qui débouchait sur 3 et puis ultérieurement 10 chambres à gaz, mais généralement une seule rangée était utilisée, les portes étaient fermées, les hommes, les femmes et les enfants étaient tués par les gaz d'échappement d'un moteur qui était actionné par les hommes de Travnicki et les surveillants allemands qui étaient généralement assistés de 1 ou 2 juifs mis au travail forcé. Ces systèmes d'échappement faisaient en sorte que 15 à 20 minutes plus tard, les déportés étaient morts et les portes extérieures de ces chambres pouvaient finalement être ouvertes. Les cadavres étaient pris en charge par une équipe de prisonniers qui se composait de quelques 60 personnes. Ces hommes devaient extraire les corps des chambres à gaz, les transporter en dehors de la chambre à gaz en utilisant une rampe. Les hommes qui faisaient partie du commando de nettoyage devaient utiliser de l'eau pour nettoyer les sols et les murs et les débarrasser de toute trace de sang, d'urine et d'excréments. Et un peintre était censé passer à la chaux les murs. Certains hommes devaient également nettoyer la partie supérieure du tube. Le commando de transport, composé quant à lui de 40 à 60 transporteurs, prenait donc les corps placés sur la rampe et devait les transporter vers les fosses communes. Pendant les premières semaines de l'histoire des camps, les prisonniers utilisaient un petit système léger de transport entre la chambre à gaz et les tombes communes, mais ce système étant beaucoup trop lent, la direction des camps a décidé de l'abolir et de n'utiliser que la seule force physique des prisonniers. Les hommes du commandant de transport étaient contraints de transporter les corps avec toute une série de dispositifs qui avaient été conçus à cet effet. Ils devaient travailler par groupe de 2 et transporter les corps vers les tombes communes et le tout fonctionnait sous forme de circuit. Ensuite, les corps étaient examinés
examinés par des dentistes qui devaient vérifier s'il y avait des objets précieux cachés ou des dents en or qui devaient être extraites. Ils devaient également s'occuper de prélever ces dents et répartir l'ensemble des effets personnels avant que tout cela ne soit transporté vers le camp inférieur. Alors, nous avions également un commando qui s'occupait des fours, donc il se composait de 10 hommes. Ils devaient empiler les cadavres dans les tombes en rang et en fil. Ils devaient également disperser sur les corps de la chaux vive et du sable. Au début de l'année 1943, on a commencé à se débarrasser et à brûler les 800 000 corps qui avaient été enterrés. Alors, il faut savoir que c'est les surveillants qui se sont occupés de cette tâche, ainsi que les Juifs mis au travail. Et ce n'est pas Blobel ou le commando 1005 qui s'en sont occupés. À ce moment-là, il faut savoir qu'il y a eu toute une série de tests qui ont été menés à bien pour voir comment procéder à la crémation des corps, bien que les camps de Belzec et Sobibor ont commencé à cacher toutes les traces des crimes à la fin 1942. Le fait de se débarrasser des corps n'a démarré qu'après la visite de Himmler au camp. Le système de crémation, similaire à celui de Birkenau, a été mis en place en 1942. Toute une série de voies de chemin de fer ont été installées pour former un dispositif qui permettait de disposer les différents cadavres. La crémation, quant à elle, a été accélérée à l'aide de pétrole, de bois qui étaient récoltés par le Waldkommando, le commando forêt. Les Allemands avaient donc relevé les corps en décomposition avec 2 ou 3 grues, des fosses, et donc les restes humains étaient donc disposés sur les brancards pour les amener donc au grill formé de rails par la colonne de feu, la Feuerkolonne. Et puis, de temps à autre, il fallait donc faire bouger les corps jusqu'à ce que leur consommation complète et les ossements étaient rejetés dans le feu. Les petits os étaient confiés à l'équipe des cendres qui donc broyait les os. Et là, on jetait les cendres dans les anciennes fosses qui étaient alors recouvertes d'une couche. Et puis, une partie était donc aussi emballée dans des sacs et servait donc pour renforcer les différents sentiers et voies à l'intérieur du camp. Et donc, tant à Sobibor qu'à Belzec, là, il y avait d'autres fonctions pour les Sonderkommandos, mais ça prendrait trop de temps que de spécifier. Si vous regardez ici le plan d'Eric Bauer, le commandant de Sobibor, il y a donc une voie de chemin de fer industriel pour donc transporter les morts et les vieilles personnes et les bébés ou les enfants sans parents. Et donc, les juifs de travail forcé devaient donc faire monter les gens sur la rampe dans ces wagonnets. Et donc, c'est uniquement à Treblinka où il y avait donc une ère d'extermination dans le premier camp. Et donc, les juifs de travail travaillaient sous ordre
SS qui avaient déjà travaillé et avaient fait leurs preuves dans les camps de Buchenwald et de Dachau. Et il y avait aussi des prisonniers de droit commun qui étaient donc des superviseurs et faire en sorte que les Juifs, les Arbeitsjuden, ne se rebellaient pas et faisaient leur travail comme il faut. Et il y avait aussi des Judenälteste, donc les Juifs âgés et d'autres capots. On l'appelait Kavanas. Et il y avait Berliner et aussi un Juif de Varsovie. Et les prisonniers l'ont tué parce qu'il était un informateur cruel. Puis il y a eu un Juif hollandais, Spitz. Et il y avait donc aussi des blocs élevés dans le baraque 3 qui étaient responsables du nombre de prisonniers et de faire en sorte que les gens se présentent aux appels. Et il y avait aussi les commandants de camp et comme il est mort du typhus, il est donc remplacé par Rakowski qui lui a été tué par les chefs allemands. Il y avait un super capot, un Austrien, Blau. Et il avait donc des appels le matin et le soir pour compter les prisonniers et pour leur donner leur mission pour la journée. Il y avait donc aussi des enceintes à fil de barbelé à Treblinka. Ils vivaient dans ce qu'on appelait le ghetto. Et à Sobibor, il vivait dans le Cap 1er. Et dans la Camp 3, la zone d'extermination, il vivait dans un baraquement à part. Et donc, les superviseurs portaient des vêtements civils. On leur coupait les cheveux. Ils avaient des numéros sur leur tenue rayée. Et à Sobibor et Tchelno, on ne contrôlait que la quantité et on n'enregistrait pas les noms. Et les conditions de vie de ces prisonniers étaient caractérisées par le manque de gêne, d'eau et d'aliments. Ils étaient donc constamment menacés de cruauté, de punition. Ils étaient soit abattus sur place, ce qui arrivait souvent le soir lors de l'appel. Et surtout en 1942, quand on pouvait facilement les remplacer, puisqu'il y avait de très nombreux transports qui arrivaient. Les prisonniers malades, les hommes de commande ont été immédiatement liquidés, et donc il y avait des espaces ouverts où hommes et femmes, des hommes de commande pouvaient parler avec elles. Et puis après une épidémie de typhus à Sobibor et Treblinka, là, les prisonniers pouvaient rester 3 jours. Les prisonniers qui travaillaient dans les zones d'extermination, les conditions de vie étaient pires puisqu'ils étaient constamment en contact avec la mort. À Treblinka, ils devaient courir tout le temps, surtout ceux qui portaient les cadavres et qui étaient facilement remplaçables puisque donc ils n'avaient aucune qualification particulière. On les battait constamment et beaucoup d'entre eux étaient abattus sur place. Et donc, ils ne pouvaient pas se fournir en nouveaux vêtements. Quand il y avait des épidémies de typhus, ils n'avaient pas non plus de rations supplémentaires. Et jusqu'en 1943, il n'y avait pas de mesures hygiéniques. Seulement en 1943, des prisonnières féminines ont été donc transférées au clan 3 pour laver les vêtements. Et il y a eu donc des tentatives d'échappement. Conclusion, comparé aux Sonderkommando de Birkenau, on peut constater pas mal de similitudes. Donc, ils devaient nettoyer là aussi les chambres à gaz et transporter les corps. Mais il y a aussi des différences. Les tâches du Sonderkommando de Birkenau étaient donc reprises dans les Reinhardtkampf suite au fait que les camps étaient là, partagés en 2 parties,
les uns devaient s'occuper des personnes qui étaient toujours vivantes et donc les juifs de travail s'occupaient des cadavres. Deuxième différence, le fait que l'on rasait les personnes à Treblinka, c'était fait avant l'assassinat parce qu'on gagnait ainsi du temps et le nombre de personnes dans les fosses communes avant la crémation était beaucoup plus élevé qu'à Auschwitz. Au début donc de l'incinération en fin 42, les trois camps de la mort avaient presque accompli la tâche qui leur était assignée, l'extermination de la population juive du gouvernorat général de Pologne. Et vous vous souviendrez qu'à Treblinka, il était possible de procéder 6 fois à une extermination, c'est-à-dire 12 000 personnes en une seule journée.